Alors, je vais vous présenter donc les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de ma thèse, qui est en cours, mais que je vais certainement soutenir cette année. Donc en fait, moi, mon approche théorique, c'est vraiment de partir de la comptabilité. Je suis comptable dans mon activité professionnelle et je m'intéresse dans mes recherches de théorie économique au lien entre la comptabilité, la monnaie, puis l'analyse de la finance. Donc vraiment ce qui est premier pour moi, c'est la compréhension de ce qu'est la comptabilité, la définition qu'on peut en donner et en fait la recherche sur ce qu'elle signifie. C'est quelque chose que je me suis sur lequel je me suis interrogé très tôt dans ma pratique en tant que comptable. Et c'est ce qui m'a conduit en fait à découvrir les travaux extrêmement intéressants qui ont été faits à ce sujet par un grand comptable et un grand économiste, Jean Fourastier, qui est très connu en France, notamment pour avoir inventé le concept de 30 glorieuses ou d'autres choses qui sont aujourd'hui très utilisées, comme par exemple la distinction de trois secteurs entre secteur primaire, secondaire, tertiaire. Ce sont des choses qu'il a introduites en fait dans sa pensée économique après la guerre. C'est un économiste qui est assez connu. Et en fait, Jean Fourastier, à l'origine, donc, était un comptable. Dans les années 30, il a passé un concours pour devenir contrôleur aux assurances dans la fonction publique en France. Et dans le cadre de ses fonctions, il a été amené à s'intéresser de près à la comptabilité des assurances et donc à la comptabilité elle-même. Et en fait, il a mené des recherches comptables très approfondies. Alors, bon, il y a tout un contexte dans lequel il a recherché vraiment les fondements et une définition qu'on pouvait donner pour la comptabilité, tout un contexte intellectuel, tout un contexte historique, celui des années 30 en France, qui était très particulier. Et en fait, il est arrivé à définir la comptabilité de façon assez précise par une méthode historique, en reprenant ses origines, en regardant d'où elle venait et en montrant qu'elle répondait vraiment à une logique historique. Elle s'est en fait créée, la comptabilité, sur plusieurs siècles, progressivement, au Moyen-Âge, en Italie du Nord, au cours des XIIIe et XIVe siècles, par des innovations successives qui ont été mise en place par des marchands, des commerçants qui utilisaient cette technique et qui l'ont perfectionnée progressivement de façon très pragmatique, très intelligente en fait, et qui ont fait de la comptabilité la technique qui est universellement utilisée aujourd'hui dans le monde, qu'on appelle donc la comptabilité en partie double, et qui s'est étendue en réalité partout sur la planète, que ce soit en Italie évidemment, partout en Europe, partout dans le monde. Alors, Fourastier a découvert donc que cette technique avait émergé de façon, il le montre dans son livre qui s'appelle La comptabilité, avait émergé de façon en répondant à des questions très pratiques qui se posaient en fait aux marchands italiens du XIIIe siècle, des questions qu'on peut tout à fait comprendre aujourd'hui en les analysant. Comment gérer les créances pour différents clients, comment gérer leur délai de paiement, comment articuler ça avec la gestion du compte de caisse, comment intégrer le patrimoine d'une entreprise dans tout ce système comptable pour avoir une version, une compréhension unifiée de l'entreprise qui intègre tous les fondements de sa valeur. C'est vraiment ça que Fourastier a montré. Et en fait, bon, il n'est pas parti de rien, il y avait notamment une pensée comptable qui était très vivante en France et en Allemagne dans les années 30, et également en Italie via tous les historiens qui avaient conservé les archives médiévales italiennes qui sont encore aujourd'hui consultables dans les grandes villes italiennes, que sont Florence en particulier, Sienne, etc. Et en fait, il est possible de tracer cette évolution technique, cette succession d'innovations qui a conduit à l'invention de la comptabilité en partie double. Il est possible de la retracer aujourd'hui encore dans les archives comptables médiévales en Italie. Et donc, il y a plusieurs penseurs de la comptabilité qui ont influencé Fourastier.
dont en particulier des penseurs français, qui depuis la fin du 19e siècle se sont mis à réfléchir sur cette technique, à comprendre ce qu'elle signifiait exactement, à essayer de la définir. C'est vraiment ça qu'ils ont essayé de faire, de définir la comptabilité en partie double, puisqu'ils voyaient qu'elle était utilisée de façon très efficace partout dans la vie économique. Et ce mouvement s'est également produit en Allemagne, en particulier après la Première Guerre mondiale, avec des penseurs comme Eugen Schmallenbach, qui est vraiment le grand nom, le grand penseur de la comptabilité, et qui a cherché à définir de façon précise cette technique, à montrer son utilité, à montrer sa signification, et à l'utiliser pour mettre en place un plan comptable général à l'échelle de l'Allemagne sur tous les secteurs de la vie économique. Et c'était pensé dans l'esprit de Schmallenbach, après, pour pouvoir organiser le développement industriel de l'Allemagne, etc. Alors Eugen Schmallenbach était un économiste donc qui a produit le plan comptable allemand, je crois, dès 1928, avant donc l'arrivée des nazis au pouvoir. Et ce plan a été étudié par Jean Fourastier, étudié attentivement, et il a été utilisé en fait pour réaliser ce qui allait être sa première œuvre administrative, c'est-à-dire la réalisation du plan comptable des assurances, à la fin des années 30. Alors, ce plan d'ailleurs a été ensuite récupéré par les nazis dans les années 30, en particulier on lui a donné le nom de plan Göring en 1938, et les nazis qui avaient une pensée comptable inexistante en fait, mais ont récupéré cet outil qui a été transmis par Schmallenbach, et alors même que Schmallenbach lui-même a été évincé de toutes les administrations allemandes à l'époque d'Hitler, et en fait était persécuté par les nazis parce que sa femme était juive et il était en fait, il vivait reclus en Allemagne pendant toute la période de la guerre, et il était d'ailleurs une des figures du renouveau de l'Allemagne après la guerre, puisqu'il avait été une des rares personnalités à ne pas se compromettre avec le régime. Mais enfin, en termes théoriques, il avait développé vraiment une pensée assez avancée dans la comptabilité. De la même façon, en France, des auteurs avaient développé une pensée assez avancée dans la réflexion sur la comptabilité, sur ce qu'elle signifiait. Et Fourastier s'est nourri de ces deux sources, plus les historiens italiens. Il s'est nourri en fait de ces sources pour produire ce qui allait être sa découverte vraiment majeure, c'est-à-dire l'origine de la comptabilité, quel est son fonctionnement, d'où vient-elle, pourquoi existe-t-elle et comment fonctionne-t-elle. Et c'est ce qu'il réalisa pendant la guerre, parce que Fourastier, si vous voulez, poursuivit son activité de haut fonctionnaire sous le gouvernement de Vichy, sans avoir réellement de critique vis-à-vis du régime, ce qui peut bien évidemment lui être reproché. Mais il eut vraisemblablement une position qui lui permit de mettre en place le premier plan comptable français en 1943, sous le gouvernement de Vichy. Plan comptable qui fut très critiqué par la résistance, comme un outil au service de l'Allemagne, etc., ce qui n'était pas au fond, mais évidemment il était le plan comptable d'un pays esclave, donc c'était évidemment normal qu'il soit critiqué par la résistance, et c'est pourquoi à la Libération un nouveau plan comptable a été élaboré en France, qui est le plan comptable général, qui s'applique encore aujourd'hui à toutes les entreprises, alors il a été amendé, précisé, etc., mais il s'applique encore aujourd'hui dans sa forme, et c'est Fourastier, lui aussi, après la guerre, qui n'a pas été condamné à quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas participé activement au régime de Vichy, mais enfin, il a participé à l'élaboration du plan comptable de la Libération en France. Et il a publié ses recherches fondamentales sur la comptabilité, qui se sont, après-guerre, étendues en fait, dans tout l'enseignement, parce qu'elles sont universelles et indubitables. Ce sont des analyses qui permettent de comprendre ce qu'est la comptabilité. Et donc moi je repars vraiment de cette analyse, puisque Fourastier, son livre a été réédité, je crois, jusqu'au début des années 2000, son livre synthèse qu'il a publié chez Que sais-je sur la comptabilité, et qui permet vraiment de comprendre la nature historique de la comptabilité. Donc moi je pars de cette analyse, et en fait j'essaie de montrer toutes les conséquences qu'on peut en tirer, ce que n'a pas fait pour le coup Fourastier, toutes les conséquences qu'on peut en tirer dans l'analyse de l'émergence du capitalisme, donc au XIIIe, XIVe siècle en Italie. Fourastier s'en est tenu à la méthode comptable, à la façon dont elle a émergé, et il n'était pas historien, il était vraiment préoccupé par des questions à la fois économiques et administratives. Donc il ne s'est pas vraiment intéressé à la question de l'histoire de la naissance du capitalisme. C'était quelque chose qui n'était pas dans
dans son programme de recherche. Mais ce que je montre, c'est qu'avec son analyse de la comptabilité, on peut justement analyser plus précisément ce qui s'est passé à cette époque, et notamment montrer l'influence qu'a eu la comptabilité sur l'émergence du capitalisme et sur l'émergence de la monnaie. Parce que à l'époque dont on parle, je vous dis, 13e, 14e siècle en Italie du Nord, en même temps que la comptabilité en partie double est mise au point, inventée par les grands marchands italiens, eh bien, les historiens savent que c'est le moment où le capitalisme tel qu'on le connaît commence à apparaître. On a ces premiers processus d'accumulation qui se produisent justement en Italie du Nord et qui progressivement vont s'étendre en Europe et puis déboucher sur la révolution industrielle et puis toutes les évolutions qu'on connaît dans la période moderne. Alors, que s'est-il passé ? En fait, la comptabilité en partie double a permis de définir la valeur, ce qui est vraiment quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental pour toute théorie économique. Toute théorie économique cherche et souvent a à son fondement une théorie de la valeur. C'est vrai chez Marx, c'est vrai chez Ricardo, c'est vrai pour toute théorie économique. Or, ce qu'a fourni la comptabilité en partie double, c'est précisément, non pas une théorie de la valeur, parce que son but n'était pas d'élaborer une théorie économique, mais une définition de la valeur. Une définition très précise de ce qu'est la valeur dans toutes ses dimensions. Elle ne le faisait pas pour des motifs théoriques, mais elle le faisait pour des motifs pratiques, commerciaux, et face à des réalités très concrètes qui se posaient à elle. C'était vraiment des questions commerciales qui ont débouché sur l'invention de cette technique commerciale qui définissait précisément la valeur. Et de quelle manière elle la définissait ? Eh bien, par quelque chose de très simple, mais fondamental, qu'on retrouve tout le long de l'histoire après de la monnaie, du capitalisme, jusqu'à nos jours. Et la première chose, c'est qu'elle permettait de distinguer les créances, c'est-à-dire les promesses de valeur, en fin de compte, de la monnaie elle-même, la monnaie réelle, la monnaie en soi, et de la marchandise, ou de manière générale, le patrimoine en général. Ces trois formes de la valeur sont les trois formes irréductibles qu'on retrouve en comptabilité en partie double. La valeur peut rentrer systématiquement dans l'une de ces trois formes. Où vous avez une créance, où vous avez de la monnaie, où vous avez du patrimoine. Tout rentre dans ces trois catégories en fait. Et ce sont trois catégories fondamentales, essentielles, qui en fin de compte ont une importance décisive pour la pensée économique, mais qui sont définies simplement pour des motifs commerciaux par des marchands. Donc ils ne font pas de théorie économique. En revanche, il est très intéressant d'utiliser la comptabilité en partie double et cette définition de la valeur qu'elle apporte et l'utiliser pour la théorie économique. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc elle a distingué les trois formes de la valeur et une autre chose absolument essentielle qu'elle a introduite, c'est le calcul rationnel du profit. Ça, c'est quelque chose qui est constitutif de la comptabilité en partie double. La comptabilité en partie double permet le calcul du profit, le compte de résultat en fin d'année, tout au long de l'année. Voilà. Le profit permet le fonctionnement de la partie double. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose, donc ça c'est ce que montre très bien Fourastier, qui a été introduit pour unifier les marchandises, le patrimoine, avec le reste de la comptabilité. Parce qu'on avait besoin de faire rentrer dans la comptabilité tout ce que possédait l'entreprise au niveau patrimonial, il s'est posé des problèmes comptables très concrets, qu'il montre bien dans son livre, et qui ont débouché sur le seul moyen, si vous voulez, d'unifier d'unifier la valeur patrimoniale avec le reste de la comptabilité, c'était de définir le profit. Parce que la valeur du patrimoine varie en permanence, et entre le moment où vous l'achetez et où vous le vendez, si vous avez une différence entre votre valeur d'entrée et votre valeur de sortie, qu'est-ce que signifie cette valeur ? C'est la question que se sont posées les comptables des XIIIe et XIVe siècles. La variation de cette valeur, en réalité, qui se traduit évidemment par une différence entre la monnaie que vous sortez et la monnaie que vous rentrez. Donc vous avez un trou en quelque sorte dans votre comptabilité. Et ça, en fait, ça définit le profit.
la variation de la valeur que vous possédez. Et c'est ce et donc en introduisant le compte de profit et perte, la comptabilité a permis de boucler en quelque sorte le système, d'unifier la définition de la valeur d'une entreprise et par le même coup de définir précisément, rationnellement, la notion de profit. Et évidemment cet événement en quelque sorte a une importance considérable. Parce que le profit, la recherche du profit, la recherche rationnelle du profit, c'est typiquement ce qui définit le capitalisme. C'est-à-dire la recherche en toute activité rationnelle du profit. C'est ce qui définit le capitalisme, c'est ce qui définit le but d'une entreprise, c'est ce qui définit le processus d'accumulation lui-même. Quand on parle de processus d'accumulation, on parle d'accumulation du capital. Le capital lui-même, c'est le cumul de tous les profits des années précédentes. Et c'est quelque chose qui a également été introduit par la comptabilité en partie double. Le compte de capital, c'est une invention également de la comptabilité en partie double. Donc on voit que c'est extrêmement intéressant d'utiliser la comptabilité en partie double pour théoriser l'économie. Ça résout des problèmes fondamentaux et ça apporte une lecture de l'histoire en fait qui est, à mon avis, extrêmement féconde. Donc, cette technique a été inventée au XIIIe et XIVe siècle. Et très vite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a permis aux marchands qui l'avaient inventé, parce que ce sont des marchands qui ont inventé ça, des marchands qui cherchaient à rationaliser la tenue de leurs comptes, donc à intégrer notamment le problème de la variation de la valeur des marchandises qu'ils possédaient. Ces marchands, une fois qu'ils ont mis au point cette technique, eh bien, se sont transformés, en quelque sorte par la force des choses, du fait de la supériorité de leur technique, ils se sont transformés en banquiers. Et c'est toute la séquence historique qui est bien connue des historiens, l'époque des marchands banquiers italiens qui émergent un peu partout, dans les grandes villes du nord de l'Italie, à Florence, à Gênes, à Sienne, et bien sûr à Venise. Alors, en fait, ils étaient en position, avec leur système comptable, ils étaient en position de gérer des crédits de façon extrêmement efficace. Alors, ils commençaient à le faire probablement avec leurs clients, et de fil en aiguille, ils se sont transformés en des centres bancaires parce qu'ils géraient le crédit mieux que personne. Et ce que permettait leur technique, c'était de lier cette gestion des crédits au profit, au calcul rationnel du profit. C'est-à-dire qu'ils étaient en capacité en fait, de gérer une monnaie de crédit, parce que des créances qui se mettent à circuler, très rapidement, elles prennent la forme d'une monnaie, elles peuvent être utilisées comme une monnaie. Et alors, ils géraient ce système de créances et ils le liaient au profit. Pour émettre des créances, il fallait qu'il existe un profit. Et en même temps, pour financer un profit, ils avaient un système de créances qui pouvait en quelque sorte contourner la monnaie classique. C'est-à-dire que très rapidement, ils se sont retrouvés en position de financer le système économique à travers leur système. Ils pouvaient émettre une forme monétaire, une forme de monnaie de crédit, et ils la géraient de façon rationnelle parce qu'elle était liée, connectée en permanence au profit. Alors ça, pour moi, ça définit réellement le démarrage du capitalisme. Parce que là, on a un processus d'accumulation qui est nouveau. Dans le passé, évidemment, il y a eu des systèmes monétaires, il y a eu aussi des systèmes monétaires de crédit, mais qui était moins efficace que celui qui est né au XIVe siècle en Italie. Parce qu'aucun d'entre eux n'avait cette capacité extrêmement rationnelle de connecter une monnaie de crédit, parce que c'était une forme de monnaie de crédit qui circulait, au profit. Voilà. Et donc très vite, ce système va s'étendre. Il va s'étendre parce qu'il est extrêmement efficace, tout simplement. Alors il va d'abord s'étendre donc dans les différentes villes du nord de l'Italie, et puis très vite, il va être récupéré, utilisé par les États. Parce que les États vont vouloir se l'accaparer pour eux-mêmes posséder cette puissance qui est en fait la monnaie de crédit moderne, ou du moins son embryon. Alors les premiers États à s'en emparer, on peut même dire la première des configurations, ce sont des marchands banquiers eux-mêmes qui vont prendre la tête d'un État, qui vont, par leur puissance économique et bancaire, prendre la tête d'un État, et cet État, c'est la ville de Florence. Et cette famille de marchands banquiers, ce sont les Médicis. C'est eux qui vont, les premiers,
du statut de simples marchands qu'ils étaient au Moyen-Âge, progressivement devenir des marchands banquiers, qui utilisent la comptabilité en partie double, et ensuite prendre la tête de l'État florentin, et puis devenir ces fameux mécènes de la Renaissance, etc., avec tout ce qu'on peut avoir sur l'histoire des Médicis. Alors le grand historien qui a fait leur histoire, l'historien de la banque, c'est Raymond de Rover, qui était un historien belge francophone, mais qui a commencé ses recherches. Il était, je crois, expert comptable et puis banquier d'affaires, mais il s'est très vite intéressé aux archives médiévales bancaires en Italie et puis en Flandre. Il a fait sa thèse à Harvard sous la direction du professeur Usher, et après il est revenu, il est devenu aussi enseignant à l'école pratique des hautes études à Paris. Puis il a écrit des livres très importants sur le fonctionnement de la lettre de change tout le long du Moyen-Âge et puis de la Renaissance. C'est des livres que lui avait commandé Fernand Braudel d'ailleurs. Et il a écrit en anglais plusieurs livres sur l'histoire de la banque, dont ce livre référence sur les Médicis, The Rise and Decline of the Medici Bank, et qui raconte voilà, l'histoire de l'ascension et de la chute des Médicis. Parce que les premiers comptables étaient les fils de marchands très besogneux, très organisés, en particulier comme de Médicis, etc. Alors que leurs enfants, alors pour le coup, très sensibles à l'art, qui étaient les mécènes de la Renaissance, avec un goût exceptionnel, mais bon, qui n'étaient plus tellement des gestionnaires ni des banquiers, et qui ont un peu coulé l'entreprise familiale. En gros, c'est ça l'histoire des Médicis. Moi, je la résume un peu vite. Et donc, voilà, ce système, en fait, les marchands banquiers prennent la tête de l'État florentin, mais dans la plupart des autres villes italiennes, en particulier à Gênes, puis surtout, puisque les Médicis prennent le pouvoir, vraiment le siècle de leur domination, c'est le XVe siècle. C'est là où vraiment ils dominent. Après, les États des villes de l'Italie du Nord s'emparent de ce système à Gênes, et surtout à Venise au XVIe siècle. Venise, qui est vraiment la tête de pont du capitalisme au XVIe siècle, crée une banque publique très célèbre, la banque du Rialto, du nom du pont vers lequel elle est située. Elle utilise aussi ce système de banque à partir de la comptabilité en partie double, et elle s'en sert pour développer cette monnaie de crédit pour le compte cette fois-ci de l'État. Et l'État vénitien développe de plus en plus toutes les activités marchandes, le commerce lointain, mais aussi le développement de la production technique à Venise, en particulier dans le port de construction des bateaux, l'Arsenal à Venise. Il y a vraiment une hausse quasiment de la productivité en termes d'évolution technologique qui se produit dans le port de Venise. Alors c'est pas la révolution industrielle, il n'y a pas de production à partir du charbon, etc., ou quoi que ce soit, mais il y a déjà des innovations techniques qui se produisent, même sur un lieu assez limité, et qui sont permises par le système financier. Parce que les lettres de change vénitiennes ont besoin de profit pour être émises, et le profit lui-même peut être financé par ce système de monnaie de crédit nouveau qui s'est mis en place. Et ce mouvement auto-entretenu entre profit et monnaie de crédit vraiment marque une étape d'accumulation nouvelle du capitalisme qui n'existait pas dans le passé. C'est un système d'une efficacité totalement nouvelle et extrêmement efficace. Et Venise, à cette époque, est l'État qui l'utilise de façon le plus approfondie, et c'est la première puissance quasiment d'Europe et du monde au XVIe siècle. Alors, dans la foulée, beaucoup d'États en Europe, pas seulement en Italie, mais aussi en Allemagne, en Hollande, en France, vont chercher à introduire des banques publiques, des grandes banques publiques, sur le modèle de la Banque de Venise. Et ce système va en fait s'étendre tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, avec la création de multiples banques publiques, comme l'a montré justement Raymond de Rover. Et alors il y en a des très célèbres. Au début du XVIIe siècle, la Banque d'Amsterdam, puis la Banque de Suède. Et en fait, c'est dans ce mouvement que va être introduite à la fin du XVIIe siècle la Banque d'Angleterre. Qui est évidemment une banque très célèbre, qui est très célébrée dans la pensée économique comme étant vraiment une espèce de Big Bang monétaire et financier qui introduit
tout le système financier monétaire moderne, mais de façon à mon avis excessive, parce que la Banque d'Angleterre n'a fait que reprendre le fonctionnement de toutes les banques publiques qui avaient été créées au long du XVIIe et du XVIe siècle. Alors je ne veux pas dire par là qu'elle n'a pas introduit d'innovation, parce qu'elle a introduit des innovations fondamentales, en particulier certainement le retour du prêt intérêt direct, et non plus simplement, c'est-à-dire qu'ils pouvaient émettre des créances via un prêt à intérêt direct, ce que ne permettait pas le système des marchands banquiers italiens. Pour le système des marchands banquiers italiens, il fallait qu'il existe un profit pour qu'une créance soit émise. Pour les Anglais, il était possible d'émettre un prêt directement à partir de la Banque centrale. Ce point reste à préciser, mais à mon avis, c'est ça la véritable innovation de la Banque d'Angleterre. Et donc, en tout cas, le système mis en place, élaboré par les marchands banquiers italiens au Moyen-Âge, continue à se développer dans le système bancaire européen, et puis va déboucher progressivement sur la circulation d'une monnaie de crédit moderne. Alors après, une autre innovation de la Banque d'Angleterre, c'est effectivement d'introduire le billet de banque, qui permet à ce système, à cette monnaie de crédit de circuler de façon plus massive dans la population. Mais il y a tout un processus en fait d'émergence de la monnaie moderne qui, à mon avis, accompagne l'émergence du capitalisme. Jusqu'à, bien sûr, le début de la révolution industrielle du XVIIIe siècle, son approfondissement au XIXe siècle, et puis la situation qu'on connaît au XXe siècle. Il va y avoir un développement de ce système de monnaie de crédit, un perfectionnement de ce système dans les grandes banques centrales, qui va déboucher sur une espèce de normalisation de ce système progressive. Mais le point clé, à mon avis, le point de départ de ce système de monnaie de crédit moderne et efficace, c'est l'invention de la comptabilité en partie double, et ça a lieu en Italie à la fin du Moyen-Âge. D'ailleurs, le capitalisme lui-même a souvent été défini comme démarrant au Moyen-Âge en Italie du Nord. De nombreux historiens, comme par exemple Jacques Le Goff en France, ont posé ce diagnostic, qui à mon avis est tout à fait justifié. Et je pense que on peut mieux comprendre cette évolution en ayant une lecture comptable et financière de ce qui s'est passé depuis cette période. Alors voilà, vraiment une des choses clés qui s'est produite grâce à ce système de comptabilité en partie double, c'est la distinction entre la monnaie officielle en soi et la créance, qui elle a un potentiel monétaire, a une nature instable en fait. La créance, elle peut, si elle se met à circuler, si elle se met à être échangée entre les acteurs, comme c'était le cas au Moyen-Âge, pendant la Renaissance, dans les grandes foires européennes, tous les marchands banquiers s'échangeaient des lettres de change, qui étaient en fait des créances, des promesses de paiement à telle place, etc. Mais à force de circuler en quantité massive, parce que ça représentait, selon certaines estimations, au XVIe siècle, 10 fois la masse monétaire réelle. Fernand Braudel parle de 10 fois la masse monétaire réelle. Eh bien, en circulant, la créance peut acquérir une forme de pouvoir monétaire. Elle devient elle-même une monnaie incomplète, parce que c'est une monnaie qui peut brutalement disparaître s'il y a une crise de confiance, autrement dit une crise financière, mais tout de même, elle a ce potentiel de transformation en monnaie. Pardon. Et donc, c'est la comptabilité qui a défini ça. C'est la comptabilité qui a opéré cette distinction très précise, qui est toujours présente à chaque moment de l'histoire bancaire de l'Europe. Cette distinction entre créance et monnaie officielle. Et c'est cette distinction qui permet justement la circulation, l'émergence progressive de la monnaie à partir des créances, c'est-à-dire du système de monnaie de crédit qui va s'imposer par la suite. Mais ce système ne peut fonctionner que parce que la définition de la valeur qui est fournie par la comptabilité en partie double est précise et efficace. Alors, ce que j'essaie de montrer, en fin de compte, parce que tout au long de ces périodes, en fait, cette monnaie de crédit circulait sur les foires, au sein des foires européennes qui avaient lieu un peu partout en Europe, et commençait à circuler, surtout à partir du XVIIe siècle, à partir d'Amsterdam, dans des bourses.
C'est-à-dire que des marchés financiers très tôt sont apparus justement à compter du Moyen-Âge. Ce point est aussi bien montré par De Rover. Et en fait, ce qui circulait sur ces marchés, c'était justement des créances qui étaient échangées entre les différents marchands banquiers. Et à mon avis, ce qu'a senti De Rover, c'est ce dont il a eu l'intuition, lui et puis d'autres, c'était que ces créances qui circulaient étaient en fait une forme monétaire nouvelle. Alors, j'en arrive par là à un point fondamental, c'est la compréhension de la finance aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. Qu'est-ce que la finance en termes comptables? Comment on peut définir la finance et les différentes formes qu'elle peut revêtir à partir de la comptabilité? D'une certaine manière, rien n'échappe à la comptabilité. La comptabilité peut définir toute opération économique ou financière, et c'est vrai aussi de la finance. Toutes les opérations des marchés financiers répondent à des écritures comptables qui elles-mêmes s'inscrivent dans la logique théorique, méthodologique que la comptabilité a introduite, et qui n'a pas changé qui n'a pas changé fondamentalement dans son essence depuis ses origines. Autrement dit, comment peut-on définir la finance moderne? C'est une question fondamentale, parce qu'évidemment, la question de la compréhension des marchés financiers aujourd'hui est une question essentielle. Tout le monde reconnaît qu'il se passe des choses très importantes, extrêmement perturbatrices parfois sur les marchés financiers, et donc il est très important de pouvoir définir ce qui s'y passe. Et à mon avis, c'est ce à quoi échoue une bonne partie de la pensée économique, à définir précisément ce que signifient les opérations des marchés financiers. Alors moi, ce que j'essaie de faire donc à partir de mes recherches, que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est-à-dire à partir de cette analyse historique de la comptabilité, je pars des recherches de Fourastier pour tirer les conséquences historiques de l'invention de la comptabilité en partie double. Eh bien, j'essaie de définir ce qu'est la finance en termes comptables. Et à mon avis, ce qui ressort de cette analyse, c'est que la finance n'est pas tellement différente de ce qu'elle était dans le monde médiéval, puis à l'époque contemporaine. La finance, essentiellement, ce sont des titres financiers qui circulent et qui sont en fait des créances. Ce sont des créances qui circulent et qui permettent, d'une certaine manière, un système parallèle à la monnaie. Qu'est-ce qui est en jeu? En fait, les titres financiers, vraiment, je pense quelque chose de très important pour comprendre leur dynamique, c'est d'analyser le fonctionnement des dérivés, ce qu'on appelle les produits dérivés, qui peuvent répondre à plusieurs définitions, mais enfin, les dérivés, qui circulent essentiellement dans les chambres de compensation, sont une forme monétaire en devenir. Voilà, c'est ça mon point, c'est que ils permettent de tirer, en fait, en circulant, en période de confiance, ils circulent à partir de la montée du prix des actifs. Et c'est vraiment ça l'essence, le carburant des produits dérivés. Ils se basent sur des montées de prix. Pour que des dérivés se mettent à circuler, se mettent à être échangés entre les agents, il faut que le sous-jacent sur lequel ils sont basés ait son prix qui augmente. Quand le prix du sous-jacent augmente, la valeur des dérivés, la quantité plus exactement des dérivés augmente. Parce que les acteurs désirent en posséder pour un motif évident d'enrichissement. Ils prévoient qu'ils vont pouvoir revendre plus cher que ce qu'ils ont acheté, via un mécanisme extrêmement important qu'on appelle l'effet de levier. Vous pouvez émettre une quantité de dérivés dont la valeur est 10 fois plus importante que le sous-jacent, même si cette valeur n'est qu'une promesse, hein, c'est une créance. C'est pas une valeur en soi, ce n'est pas une valeur monétaire, mais c'est une valeur qui, en étant démultipliée, peut vous permettre, si vous la revendez alors qu'elle a augmenté, d'avoir des gains qui sont démultipliés par rapport à ce que vous pourriez avoir sur un simple actif. Si vous voulez, vous achetez un actif,
vous essayez de le revendre 10 jours après, vous allez gagner, je sais pas, 10 euros. Vous allez faire la même chose avec des dérivés, et vous allez gagner 100 euros, 1000 euros. Et tout ça ne peut fonctionner que parce que les dérivés sont des créances basées sur des actifs dont le prix monte. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme absolument essentiel entre la montée du prix des actifs et la quantité de dérivés en circulation. La quantité des dérivés en circulation, alors c'est quelque chose de difficile à évaluer, qui a été évalué de façon assez précise. La meilleure évaluation qu'on en ait, c'est celle de la Banque des règlements internationaux, Bank of International Settlement en anglais. Et donc cette banque évalue à peu près, c'est assez intéressant de voir la correspondance historique, mais à peu près à 10 fois la masse monétaire réelle. Donc ça, c'est vraiment la masse des dérivés. Et donc en fait, ces dérivés ne peuvent se développer, ne peuvent grossir en nombre que parce qu'ils sont basés sur la montée du prix des actifs. Le prix des actifs, d'ailleurs, qu'on peut grossièrement évaluer par le prix des indices boursiers, monte constamment depuis les années 80. On a donc un lien assez évident entre la croissance de la masse des dérivés et la montée du prix des actifs boursiers. L'un génère l'autre et corrélativement, on a vraiment un mouvement auto-entretenu entre les deux. La croissance des dérivés fait monter le prix des actifs, la montée du prix des actifs fait croître la masse des dérivés. Voilà le système fondamental qui est en jeu dans la finance. Et c'est ce qui me fait dire que, en fait, ce qui se passe en particulier dans les chambres de compensation, parce que ce sont les chambres de compensation qui gèrent ces opérations au niveau comptable, ce qui se passe, c'est vraiment un mouvement de nature monétaire. On a une forme, les marchés financiers sont en train de devenir une forme monétaire. Ils ont un rôle monétaire sur l'économie. Et cette idée découle de l'analyse historique qu'on peut faire de la comptabilité en partie double et, comme je l'ai montré, de la dynamique historique du capitalisme et de la monnaie. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ça signifie que, comme la monnaie, les dérivés ont un effet inflationniste sur l'économie. Cet effet inflationniste, il est difficile à percevoir, mais il est bien réel que par le mécanisme dont on vient de parler, voilà, les dérivés ont besoin de la montée des prix des actifs. Mais, comment dire, le moment où cet effet apparaît de façon incontestable, c'est au moment d'une crise financière. Qu'est-ce qu'une crise financière dans ce schéma ? C'est le moment où les gens perdent confiance dans la valeur des dérivés. Comme je l'ai dit, les dérivés sont une créance. Autrement dit, une promesse de paiement, une promesse de valeur. Je vous promets que je vous livrerai tel actif à telle date. C'est ça, un dérivé. Cette valeur du dérivé peut tout simplement disparaître au moment d'une crise financière, c'est-à-dire au moment où les acteurs disent je ne pourrai pas honorer ma promesse. Donc le dérivé perd toute valeur. La créance perd toute valeur au moment où la personne qui doit payer ne peut plus payer. C'est la grande différence avec la monnaie. La monnaie, elle demeure, même en cas de crise financière. La crise financière touche en priorité les créances. Et c'est ce qui fait l'instabilité profonde des créances. C'est-à-dire que les créances que font circuler les marchés financiers sont fragiles dans leur substance, parce qu'elles sont soumises à des crises de confiance, qu'on appelle les crises financières. Elles peuvent être soumises à des disparitions brutales. Et dans ce cas, à des disparitions en cascade, de façon extrêmement massive. Alors, quand une crise financière apparaît, quand donc des destructions de dérivés et de créances se réalisent de façon massive, il n'est plus possible de nier le lien entre ces créances et l'inflation. Parce que le risque considérable qui pèse sur les prix en cas de crise financière, c'est le risque de déflation. C'est ce qui s'est produit dans les années 30 et c'est ce qui risque de se produire à chaque crise financière. Et c'est pour ça que les banques centrales sont condamnées à intervenir en cas de crise financière pour éviter l'énorme effet déflationniste qu'aurait la suppression de toutes ces créances. Autrement dit, dans ces instants de crise,
on reconnaît, les banques centrales reconnaissent la nature, le rôle monétaire, comment dire, l'impact qu'a sur le système prix, le système financier. Et on le reconnaît uniquement via le risque de déflation, mais il existe bien au moment de son fonctionnement normal, et il se traduit par un effet inflationniste sur le système prix. Évidemment, cela pose une question fondamentale, c'est la question à laquelle j'essaie de répondre dans la deuxième partie de mes travaux, c'est la question de la définition de l'inflation et de la nature du système prix. Parce que le fait que les marchés financiers aient un effet inflationniste sur les prix, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par la théorie économique et monétaire. C'est quelque chose qui ne répond pas aux attentes des économistes. Et c'est bien pour ça qu'il y a un véritable trou noir avec l'analyse de la finance. Il n'est pas attendu que la finance produise un effet inflationniste. La doctrine des banques centrales, grosso modo, depuis les années 80, c'est-à-dire depuis qu'elles ont appliqué le monétarisme de Friedman, c'est l'inflation correspond à la masse monétaire. Nous émettons une masse monétaire et nous avons une inflation correspondante. Alors après, on peut en émettre plus ou moins, voilà, etc. Mais enfin, voilà, la monnaie, l'inflation correspond à la monnaie. Et donc elles suivent des politiques dites de ciblage d'inflation, voilà, en fonction desquelles elles adaptent leur taux d'intérêt. Toute la conception traditionnelle et puis surtout actuelle des banques centrales de l'inflation est basée sur cela, sur le monétarisme, pour schématiser. Mais dans ce schéma, comment expliquer que des marchés financiers en croissance phénoménale depuis les années 80, de façon de plus en plus, dans des quantités de plus en plus énormes, comment expliquer qu'il n'y ait pas d'effet sur l'inflation, sachant que ce qu'on vient de décrire, à l'évidence, prouve qu'il y a un effet inflationniste de la finance. Tout cela pose nécessairement le problème de la théorie des prix, de la théorie des prix, de la théorie économique des prix. Donc c'est ce à quoi j'essaie de m'intéresser dans la deuxième partie de mes travaux, via, là encore, les travaux justement de Jean Fourastier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était comptable, mais qui après la guerre, vraiment s'est davantage porté sur des travaux de théorie économique, et en particulier des travaux sur la théorie économique des prix, d'une façon extrêmement originale, extrêmement novatrice, et extrêmement efficace. Il a défini donc une propre théorie des prix très éloignée de la théorie néoclassique des prix qui est aujourd'hui enseignée massivement, qui connaît certes des évolutions à la marge, mais enfin qui est toujours aussi monolithique. Et donc Fourastier s'en méfiait beaucoup et l'a beaucoup critiqué. Et il a élaboré une théorie des prix spécifique. Alors cette théorie des prix, c'est basé sur des observations extrêmement pragmatiques. C'est sur le fait que les prix réels, en fait, ce que fait Fourastier, c'est qu'il prend le salaire d'un ouvrier de base à toutes les époques, dans tous les pays, et il divise les prix qu'il constate à différentes périodes de l'histoire ou dans différents pays par le salaire de cet ouvrier. Et ainsi, ça lui donne une bonne indication du pouvoir d'achat réel de l'ouvrier par rapport à tout type de produit. Après, il le fait évidemment avec les produits fondamentaux, un sac de blé, 1 kilo de blé, une baguette de pain, puis différents produits industriels, du charbon, le rail, etc. Ou alors aussi des chaussures, des habits, etc. Et ça lui permet comme ça de comparer l'évolution des prix réels à travers l'histoire, d'une façon extrêmement efficace. Et alors la difficulté évidemment c'est qu'il faut avoir à disposition les prix de l'époque, ainsi que le salaire correspondant de l'ouvrier. Mais enfin c'est ce qu'il s'efforce à faire pour différentes périodes, pour différents pays, et il montre par ce système qu'il y a des différences considérables dans l'histoire et que globalement le pouvoir d'achat augmente, et il augmente en particulier sous l'effet du progrès technique. Alors par exemple en France, il prend l'évolution du pain, du prix du pain pour un ouvrier, du prix du blé pour un ouvrier, et il montre qu'il y a des chutes de prix considérables
C'est-à-dire que là où il fallait travailler 3 jours pour avoir par exemple 1 kilo de blé, il ne faut plus travailler qu'1 heure aujourd'hui pour le même ouvrier. Par exemple, il prend un charpentier ou un menuisier, qui sont des métiers qui existent de tout temps et dans tout pays, et puis ça lui permet comme ça d'avoir une lecture extrêmement précise de leur pouvoir d'achat. Et donc il montre que les prix, en particulier les prix des biens de base, chute considérablement, et qu'il est beaucoup moins cher, beaucoup plus facile aujourd'hui pour un ouvrier d'acheter du pain, c'est ce qu'on constate tous les jours, mais je veux dire, voilà, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi ? Eh bien parce que il explique d'une façon essentielle par le progrès technique. C'est vraiment le progrès technique qui, pour Fourastier, est la force motrice de l'évolution du système prix. C'est le progrès technique qui permet de faire baisser le prix du rail, de faire baisser le prix du pain, de faire baisser le prix du blé. Et par ce système, Fourastier montre que donc le progrès technique n'est absolument pas pris en compte dans la théorie néoclassique des prix. Il y a des mots extrêmement critiques, extrêmement durs contre la théorie néoclassique des prix, en montrant qu'elle ne tient absolument pas compte de ce fait essentiel que c'est le progrès technique qui influe sur les prix dans l'histoire. Donc, j'essaie de repartir de sa théorie, tout simplement, qui lui a permis d'ailleurs, dans son livre Après-guerre, Le grand espoir du XXe siècle, par exemple, de montrer de distinguer les 3 secteurs, parce qu'il montrait que les prix réels évoluaient différemment entre l'agriculture, l'industrie ou les services. Il prévoyait que nous allions progressivement basculer vers des économies de type tertiaire. Il prévoyait que nous allions avoir un enrichissement considérable de la société après-guerre. Bon, il y avait beaucoup de choses qu'il avait prévues, en fin de compte, et qui sont effectivement produites, et il l'avait prédit sur la base de cette théorie des prix qui, malheureusement, n'a pas été reprise de façon suffisamment approfondie par les théoriciens économiques après lui. Il s'en plaignait, d'ailleurs, puisqu'il en était bien conscient, et il a dénoncé à de nombreuses reprises, dans de nombreux ouvrages, et de façon de plus en plus sévère, je dirais, cette incapacité de la théorie néoclassique des prix à penser le fonctionnement réel des prix. Voilà. Alors en revanche, ce que n'a pas fait Fourastier, c'est qu'il n'a pas cherché à intégrer sa théorie dans le cadre du débat macroéconomique tel qu'il existait, de façon très marquée dans les années 70, mais depuis des périodes plus anciennes, avec le débat autour du keynésianisme, du monétarisme, puis même du post-keynésianisme. Tout ça, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait certainement parce qu'il se désintéressait des questions monétaires. Il ne s'intéressait pas aux questions monétaires, à la réflexion théorique sur la monnaie, parce qu'il considérait que c'était la chasse gardée du marxisme. Et il était très anti-marxiste, pour des raisons plus politiques d'ailleurs que réellement économiques. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que la pensée de Marx est en grande partie une réflexion sur la comptabilité privée. Les notions de Marx sont des notions qui sont issues de l'analyse de la comptabilité privée des grandes entreprises anglaises, en particulier du XIXe siècle. Il y a dans la correspondance que Marx a avec Engels, beaucoup de lettres qui montrent que Marx utilisait les livres comptables des grandes entreprises anglaises pour analyser leur fonctionnement et bien sûr en tirer toutes les théories économiques que l'on sait. Et Marx était la pensée de Marx est très marquée par l'analyse de la comptabilité. C'est quelque chose qui est très, très net et à la fois très intéressant. Et il est possible que Fourastier ait été conscient de ça, parce que Fourastier avait lu Marx tout en étant anti-marxiste et avait une certaine répulsion pour la pensée de Marx. Il était à la fois opposé à sa conception du monde et surtout à ses solutions de façon très marquée, et en même temps on sent que dans l'analyse et la pensée qu'il fait de Marx, il y a une compréhension et un intérêt pour ce qu'il dit qui est beaucoup plus important par exemple que pour la théorie néoclassique. On sent qu'il s'intéresse beaucoup plus à Marx qu'au néoclassique. Et peut-être même du fait qu'il s'en sent finalement plus proche, et à mon avis du fait qu'il partage une certaine méthodologie. Il s'en éloignait avec beaucoup de
de distance parce qu'il était anti-marxiste fondamentalement. En revanche, il a bien noté le fait que c'était la question de savoir d'où venait la monnaie, qu'est-ce que signifiait la monnaie, à quoi servait la monnaie, c'était le questionnement fondamental, la clé de voûte de la pensée marxiste. Et c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il n'a jamais approfondi le point. Peut-être parce qu'il avait peur des conséquences. C'est une hypothèse, hein. Je n'irai pas plus loin parce qu'il n'a pas écrit là-dessus. Mais en tout cas, le fait est qu'il ne s'est jamais intéressé à la pensée monétaire. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il n'a jamais fourni de cadre d'analyse macroéconomique qui permettent de confronter sa pensée sur la théorie des prix avec les autres théories économiques classiques, c'est-à-dire la théorie keynésienne, la théorie monétariste ou néo-monétariste, et puis la théorie post-keynésienne en particulier. Donc c'est ce que j'essaie de faire tout simplement dans mes recherches, c'est d'essayer d'intégrer son analyse au niveau macroéconomique. Et je dis que ce qu'a noté Fourastier, c'était que le progrès technique avait en fait deux effets sur les prix. Il y a évidemment un effet à la baisse pour tout un tas de prix industriels, agricoles, etc., du fait du progrès technique. Mais ce qu'a toujours dit Fourastier dans ses travaux, c'est que il y a aussi un effet différent sur certains prix, en particulier les prix de service, c'est que le progrès technique fait monter certains prix. Comme par exemple le coiffeur. Prends l'exemple du coiffeur, le prix du coiffeur est beaucoup plus cher aujourd'hui pour un ouvrier qu'il ne l'était dans le passé. Il est beaucoup plus cher à New York qu'il ne l'est à Abidjan, ou dans un pays plus pauvre. Alors que, évidemment, la productivité du coiffeur est la même. Le coiffeur de New York a la même productivité qu'à Abidjan. Et pourtant, il vend son service bien plus cher. Et en fait, ce que disait déjà Fourastier, c'est que c'était la conséquence du fait que le coiffeur américain vivait dans un pays plus riche. Et comme il vivait dans un pays plus riche, le prix des services avait tendance à monter, parce que, par ailleurs, d'autres prix, en particulier dans l'industrie, dans l'équipement, etc., chutaient sous l'effet du progrès technique. Autrement dit, l'effet du progrès technique sur les prix, il est double. Ce n'est pas simplement que ça fait baisser les prix, c'est que ça fait baisser certains prix, qu'on peut nommer prix de production, par exemple, c'est ce que j'essaie de faire, et ça fait monter d'autres prix. En particulier des prix de service, mais pas seulement, et qu'on peut nommer prix de compensation, à mon avis. Autrement dit, la dualité du système des prix peut se définir du fait que le progrès technique fait baisser certains prix, en fait monter certains autres en compensation, le tout assurant en général un niveau modéré d'inflation qu'on retrouve dans les indices synthétiques. À mon avis, c'est ça qui se produit à l'intérieur du système prix, c'est du moins ce qu'on peut tirer logiquement, hein, parce que là je n'invente rien, des analyses de Fourastier. Et évidemment, le problème c'est de comprendre comment fonctionne ce mécanisme. Et si on y réfléchit bien, on peut dire que le progrès technique, qui fait donc baisser certains prix, libère par ailleurs des possibilités de profit pour tous ceux qui vont faire monter leur prix, comme par exemple le prix, dans un bar, dans un restaurant, chez un coiffeur. Dans un pays riche, il est possible de faire monter ses prix et de récupérer une partie de la valeur créée dans l'économie en général. C'est-à-dire que le système prix joue un rôle redistributif, en quelque sorte, entre les différents acteurs. Chaque acteur va chercher à profiter des augmentations de prix et à ne pas être victime des baisses de prix. Alors, il y a différents mécanismes qui jouent après dans cette lutte, en fait, qui a lieu à l'intérieur du système prix. Il y a évidemment, premièrement, l'accaparation du profit par l'entreprise qui, par exemple, découvre une innovation technique. On peut maintenir son prix de vente, son prix de revient chute, et donc son profit augmente, et évidemment, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Mais évidemment, la force qui remet en cause cette action, c'est la concurrence. Par la concurrence, les entreprises sont poussées à baisser leur prix de vente. Il y a une autre chose qui joue aussi, c'est les rapports de force sociaux. Puisqu'une entreprise peut aussi être amenée à partager la valeur qu'elle crée avec ses salariés, de façon plus ou moins importante, en fonction du climat social, en fonction de la puissance des salariés dans l'entreprise, dans la société en général, etc.
Donc on voit qu'il y a différents mécanismes qui permettent à chacun de tirer profit du progrès technique dans le système prix. Mais ces mécanismes s'opèrent à chaque fois en essayant de récupérer une partie de l'argent généré, de l'argent qu'il est possible d'émettre grâce au progrès technique. Parce que c'est vraiment cette force, qui pour le coup c'est quelque chose que n'avait pas perçu par exemple Marx, ou même les néoclassiques, comme Forestier l'a dit, c'est l'importance de la productivité, du progrès technique dans le développement du profit. Et donc, on peut voir que cette lutte qui a lieu à l'intérieur du système prix prend différents visages, mais elle aboutit quand même au fait que certains prix baissent et d'autres montent. Il y a fondamentalement une dualité à l'intérieur du système prix. C'est à mon avis ce qu'on peut tirer clairement de l'analyse de Forestier. Et dans ce cadre, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on peut mieux comprendre ce que signifie la finance, et en particulier la montée du prix des actifs financiers. Puisque si on considère que les actifs financiers sont eux-mêmes un prix de compensation, qui ne peut monter qu'en réponse à un progrès technique qui se produit ailleurs dans le système productif, eh bien en fait on peut comprendre que la finance capte la valeur permise par le progrès technique. Elle est un système d'extraction de la valeur, notamment avec le système dont on a parlé tout à l'heure, de la croissance des dérivés liés à la montée du prix des actifs. Je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on pouvait dire tout à l'heure de la finance. La croissance des dérivés fait monter le prix des actifs. La montée du prix des actifs fait croître la masse des dérivés. Donc on a un mouvement comme ça d'accumulation auto-entretenue qui tire le prix des actifs vers le haut. Mais si on met ça dans le cadre de l'analyse du système prix, on voit bien qu'en fait ces prix ne sont pas des prix de production, ce ne sont pas des prix qui sont liés à la production, ce sont des prix qui récupèrent la valeur créée par la baisse d'autres prix du fait du progrès technique. Donc en fait on a vraiment là un système que je nomme un système d'extraction de la valeur, parce que c'est ça en fait qu'il fait. Il fait, on va dire, la même chose qu'un service le fait à son niveau, en montant un peu son prix de vente, mais évidemment la finance le fait à un niveau industriel, avec une organisation extrêmement puissante, extrêmement massive, et avec une capacité systémique à extraire la valeur, à diriger vers elle tous les prix de compensation du système prix. Voilà ce qui se passe réellement avec la finance. Et à mon avis, on peut définir ce système comme un système d'extraction de la valeur, c'est comme ça que je l'ai nommé. Alors, comment pourrait-on... après, la question qui se pose, c'est comment ce système a été mis en place, en répondant à quel processus historique, quelles étapes historiques. C'est la question qu'on est en droit de se poser. À mon avis, mais bon, c'est une hypothèse, ce système qui a émergé notamment à partir des années 80 l'a été parce que la politique, en raison en fait de l'application des théories monétaristes par les banques centrales. Une application du monétarisme qui a été à mon avis erronée. Parce que au moment de la crise pétrolière, en 1974 notamment, on a eu une augmentation exceptionnelle des prix du pétrole et puis des prix du niveau général des prix. Mais donc cette augmentation du niveau général des prix était une augmentation principalement due à l'augmentation des prix du pétrole. Il y a des travaux économétriques qui le montrent très bien. Le lien est très fort entre l'augmentation du prix du pétrole et l'indice général des prix. En revanche, donc évidemment, c'est le moment historique dans lequel le monétarisme, Friedman en particulier, s'est imposé dans la pensée économique et puis dans la pensée monétaire, qui guide l'action des banques centrales. À ce moment-là, Friedman semblait répondre à une situation problématique. C'est comme en témoigne par exemple son discours de remise du prix Nobel. C'est très intéressant de le voir dans ce discours, où il dit ma théorie répondait à ce qui se produisait, c'est-à-dire qu'elle était la seule à dire pour limiter l'inflation, il faut que vous limitiez l'émission de monnaie, sinon vous allez aller vers un cercle vicieux d'augmentation des salaires, de l'inflation qui ne sera jamais limité, etc. Et les keynésiens ne semblaient
moins capable de répondre à ce problème conjoncturel de la montée de l'inflation. Et c'est pour ça que la pensée de Friedman s'est imposée à cette époque, dans la pensée économique, dans l'université, puis dans la décennie suivante, dans la pensée des politiques, Margaret Thatcher, Reagan et compagnie. Alors, ce que je dis, c'est que ce monétarisme qui a eu son efficacité à la fin des années 70, il a permis de juguler l'inflation, il a permis de revenir à une situation normale. Et il était certainement logique qu'il en fût ainsi à court terme. Ce que je dis, c'est que ce monétarisme, qui s'est donc imposé à l'occasion d'une crise conjoncturelle, n'avait pas de valeur structurelle. L'analyse qu'il a portée en termes structurels n'était pas valable, en fin de compte. Et notamment le lien qu'il posait entre l'inflation et la monnaie. Parce que, donc à compter des années 80, les banques centrales, la plupart des banques centrales ont poursuivi une politique, on va dire, de hausse des taux pour limiter l'inflation, etc. Et ils sont parvenus, puisqu'on avait une inflation qui était très basse. Mais elles l'ont fait alors même que commençait à se développer dans les grands pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, le système financier. Le système financier croissait dans des proportions considérables à partir de cette époque. Et de cela, le monétarisme ne s'est jamais préoccupé. Jamais. Alors que, comme on vient de le voir, les marchés financiers ont bien un effet inflationniste. Autrement dit, il y avait là vraiment une rupture dans la compréhension de la monnaie et de l'inflation qui n'a absolument pas été prise en compte, ni par les monétaristes, ni par les banques centrales, ni par les politiques. Et elles ont laissé en quelque sorte se développer sans rien faire les marchés financiers à cette époque, et en refusant de voir ce qui était pourtant, ce qui est devenu évident en tout cas, à savoir qu'elles ont un effet sur l'inflation, non seulement à la hausse, mais à la baisse en cas de crise financière. Donc c'est là la faille principale du monétarisme, ce qui le rend en fait inapte à rendre compte de la réalité, c'est qu'il ne rend pas compte de cette évolution des marchés financiers, de cette énorme masse de dérivés qui croît en quelque sorte dans le dos de la monnaie, sans que la théorie économique ne soit capable de dire ce que cela signifie. Donc ça, c'est vraiment un point important. Pour moi, les marchés financiers se sont développés du fait de l'application erronée du monétarisme dans les années 80, dans les banques centrales et par les politiques des pays occidentaux. Alors, évidemment, cela pose aujourd'hui de graves problèmes, puisque le développement des marchés financiers a conduit à mettre en danger la productivité réelle, le progrès technique lui-même. C'est-à-dire le moteur, le carburant du capitalisme est lui-même mis en danger par l'évolution financière du capitalisme, de plusieurs manières. D'abord parce que les inégalités ont explosé sur cette période. Je parle depuis les années 70, qui pour moi marque véritablement une rupture de régime. Les inégalités ont explosé, comme par exemple le montrent bien les travaux de Thomas Piketty. L'investissement à long terme chute de plus en plus, parce que les marchés ne rémunèrent que les activités qui sont profitables à court terme. Les marchés sont un système de valorisation du profit, mais ils ne valorisent que le profit à court terme. Et ils abandonnent absolument toute activité de long terme, qui pourtant sont des investissements essentiels pour le développement de la productivité, du progrès technique. C'est-à-dire que ce sont des investissements nécessaires à l'existence de profits, mais qui à court terme ne rapportent rien. Et il y a une contradiction fondamentale entre le court terme et le long terme. Mais le système des marchés financiers ne rémunère que les profits à court terme et se désintéresse absolument des conditions du profit à long terme, comme par exemple l'éducation, comme par exemple les infrastructures, comme par exemple tout un tas de choses sans lesquelles la richesse dans une nation ne pourrait pas exister. Le profit à court terme ne pourrait pas exister. Et donc tout cela n'est plus permis par l'évolution du système financier mondial. D'autre part, on a aussi l'émergence des crises financières, qui sont évidemment une cause d'instabilité récurrente, extrêmement massive pour les systèmes productifs. Il y a un risque permanent qui pèse sur le financement de l'économie,
du fait de l'instabilité de la finance, qui est liée, on l'a vu tout à l'heure, à l'instabilité de la créance elle-même. C'est une forme de la valeur comptable qui est extrêmement instable. Et cela, évidemment, fait peser un risque permanent sur le système productif. Enfin, on a quand même un quatrième risque, c'est le fait que de nombreuses activités rémunératrices, je pense en particulier à la finance, mais il y en a d'autres, la communication, tout un tas d'activités très rémunératrices, peuvent être improductives, peuvent avoir voire même un effet négatif sur la productivité réelle, sur le progrès technique. Et ces activités attirent les jeunes, les intelligences, les ingénieurs, attirent pour des raisons financières, parce qu'elles sont rémunératrices, alors qu'elles ont un rôle négatif sur la productivité réelle. Et ça, c'est aussi un véritable problème dans l'évolution du monde actuel, mais ça se produit. Et donc voilà, on a toutes ces problématiques qui sont la conséquence de ce système, de la mise en place de ce système, de l'évolution du système financier, et qui remettent en cause ce sur quoi a vécu ce système financier, c'est-à-dire le progrès technique, c'est-à-dire le développement technologique qui ne permet plus de stimuler comme il le faisait auparavant. Alors, que faire face à cela? C'est là où on en revient à la politique monétaire. De toute façon, il faut bien voir une chose, c'est que les banques centrales seront de toute façon conduites à intervenir de plus en plus sur les marchés pour stabiliser, à mon avis, la valeur de ces créances financières et même de ces dérivés qui circulent. Parce qu'il n'est pas possible de les laisser disparaître. Sans quoi, on perturbe tout le système productif, on crée la déflation et on retombe sur une catastrophe du style années 30. Il n'est donc pas possible d'abandonner ces créances à elles-mêmes, ce système financier. C'est la raison pour laquelle les marchés financiers de toute façon vont de plus en plus tomber dans la dépendance des banques centrales. Les banques centrales vont être amenées à intervenir pour garantir la valeur des créances qui circulent sur les marchés financiers. Et c'est ce qu'on observe actuellement, déjà, en particulier avec l'action de la Fed aux États-Unis. Elle a posé beaucoup de questions théoriques, etc. A raison, parce que évidemment, ça ne colle pas à la théorie dominante. Mais je pense, au contraire, pouvoir rendre compte de ce qui se passe, c'est qu'il est nécessaire de garantir tous ces titres financiers pour la bonne et simple raison qu'ils jouent un rôle de nature monétaire sur le système productif, et qu'il est donc impossible de les laisser disparaître. Mais c'est pourtant un risque permanent qui pèse sur elles. Ce qui s'est passé au moment de l'invention des banques centrales qu'on a évoqué tout à l'heure au XVIe siècle en fait, et c'était un peu la même chose. On avait ce système moderne qui circulait dans la comptabilité des marchands banquiers, les lettres de change qui étaient échangées, qui s'échangeaient sur les bourses, sur les foires européennes, et qui étaient très souvent soumises à des crises financières. Parce que leur valeur était non pas leur valeur, mais leur existence pouvait être brutalement remise en cause suite à une crise de confiance qui se diffusait de la même manière sur les places financières. Et c'est en réponse à cela que les grandes banques publiques étatiques ont été créées à l'époque, pour permettre l'utilisation de ce nouveau système de monnaie de crédit sans que les crises financières ne viennent tout ruiner du jour au lendemain. C'est en réponse à cela que le système monétaire moderne, contemporain, s'est mis en place. Et c'est un peu ça qui se passe aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que il est nécessaire de garantir les valeurs considérables qui circulent sur les marchés financiers, et c'est ce que de toute façon seront amenées à faire les banques centrales. Donc la grande question qui se posera assez vite, c'est, puisque les banques centrales garantissent ce système, il est logique que l'État impose ses conditions, en particulier sur le fonctionnement de ce système, et commence à introduire des réformes pour corriger les problèmes graves qu'on a identifiés. Alors, différentes possibilités, à mon avis, se poseront inévitablement à l'avenir pour corriger ces déséquilibres. Premièrement, il faudra retrouver un moyen de financer les investissements de long terme. On a parlé de l'éducation, des infrastructures, etc. Mais il sera très important de le faire en créant un organisme, je pense par exemple, si ça se faisait en France, un organisme comme par exemple un commissariat ou quelque chose, sur le modèle du commissariat général au plan qui existait pendant l'après-guerre, qui regroupe à la fois des ingénieurs au plan technique, qui s'assurent de l'efficacité productive des investissements, de leur utilité,
Ça peut être utile, de construire ici un pont, là une université, là une école, etc. Voilà. Et d'autre part, qui travaille avec un service financier qui, lui, s'assure du contrôle de l'évolution des prix, de l'évolution de la monnaie, et qui s'assure en fait du financement des projets que les ingénieurs identifient de leur côté au plan technique. Ça, un tel commissariat, ce serait quelque chose un commissariat général au plan, hein, comme on pourrait l'appeler, et qui permettrait de rétablir l'investissement de long terme avec, pour le coup, des financements qui pourraient passer par la Banque centrale, qui prêterait à faible taux au trésor public. Ça pourrait prendre cette forme, par exemple. Et puis, il faudrait d'autre part des mesures pour revaloriser les secteurs productifs, notamment limiter le secteur financier et toutes les dérives dont on a parlé, et puis permettre l'augmentation des salaires, en particulier dans les secteurs productifs. Un ouvrier qui participe à un domaine à fort progrès technique, ou qui peut permettre des progrès techniques, ou même des services administratifs qui peuvent encadrer des secteurs comme ça, il est nécessaire de revaloriser leur salaire pour limiter à la fois l'augmentation des inégalités et puis pour stimuler le travail productif, c'est-à-dire le développement de l'intelligence, le développement de l'organisation du travail, qui permettent la richesse et la puissance d'une nation, en dernière analyse. Donc tout ça est fondamental, et évidemment, tout cela passera par la politique monétaire, ce qui pose évidemment la question de la souveraineté et de l'indépendance monétaire, qui n'est pas acquise pour la France, hein, bien entendu, donc ça pose aussi le problème de l'euro. Mais ce sont des mesures qui de toute façon se poseront pour tous les pays, et qui auraient intérêt à être étudiées de près et préparées à l'avance pour être mises en œuvre de façon efficace et pour pouvoir répondre à la crise économique et financière qui se produit sous nos yeux.